Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que l'Alliance française de Shanghai et son partenaire, la maison d'édition Shanghai Yiwen Chubanshe, vous accueillent aujourd'hui pour un entretien exclusif avec l'auteur français Michel Houellebecq à l'occasion de la sortie de deux de ses ouvrages en Chine. En effet, notre partenaire, Shanghai Yiwen Chubanshe, a récemment publié la traduction de son tout premier livre sur l'écrivain américain du début du XXe siècle, H.P. Lovecraft, Contre le monde, contre la vie, paru en France en 1991 et qui traite de la vie et de l'œuvre singulière d'un écrivain culte de littérature fantastique, ce qui nous permet par ailleurs de nous associer au festival français Le Mois de l'Imaginaire, que nous tenons à remercier ici. Ce sera donc un retour aux sources pour Michel Houellebecq, qui s'entretiendra avec Madame Jin Jufang, sa traductrice. À l'issue de cette rencontre, nous aurons aussi le plaisir d'écouter deux poèmes de Michel Houellebecq, Avant, mais bien avant, il y a eu des êtres, ainsi que La disparition, enregistrée par lui-même. Je précise que cet entretien a été enregistré au préalable le 14 octobre dernier. Je profite donc de cette occasion pour remercier tous nos partenaires, outre Huang Yaqing de la maison d'édition Yiwen Chubanshe, les deux traducteurs Jin Jufang et Jin Longe, ainsi que toute l'équipe de l'Alliance française de Shanghai, le réseau des alliances françaises en Chine, l'ambassade de France et le consulat général de France à Shanghai. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Madame Li Qianlun pour son aide précieuse depuis Paris. Je laisse donc la parole à Michel Houellebecq et à Madame Jin Jufang pour la première partie de cet entretien sur la traduction en chinois de H.P. Lovecraft, Contre le monde, contre la vie. C'est est-ce que Lovecraft est lu en Chine? Oui, les œuvres de Lovecraft deviennent populaires, de plus en plus populaires en Chine. Oui. C'est bizarre. Donc, si on aborde les grands créateurs de mythes, il n'y a pas vraiment eu d'adaptation de Lovecraft au cinéma à la hauteur. Un autre, c'est Tolkien. On a longtemps dit que c'était impossible. Et finalement, moi, j'aime bien Le Seigneur des Anneaux. Disons que Lovecraft, on n'a jamais vraiment essayé. Et ce qui est typique, c'est que on a adapté des nouvelles qui sont en dehors du mythe de Cthulhu, des nouvelles mineures, je dirais. Mais le mythe de Cthulhu, ça a fait peur aux gens. Et bah oui, il n'y a pas eu de tentative d'adaptation au cinéma. C'est-à-dire que c'est un auteur qui dégage beaucoup visuellement. Par exemple, chez beaucoup de lecteurs, dont moi, hein, mais c'est fréquent, les gens ont des visions de rêves inspirées de Lovecraft, inspirées de descriptions de Lovecraft. Ils en rêvent, en fait. Ils rêvent de son univers. Alors, c'est bon, effectivement, c'est souvent des cauchemars, mais... Et donc, quand il y a un auteur qui provoque tellement d'images, c'est vraiment difficile pour un cinéaste d'être à la hauteur. Lovecraft, il y a beaucoup d'éléments qui manquent pour un scénario hollywoodien un peu correct, quoi. Déjà, il n'y a aucun personnage féminin. Il écrit comme si les femmes n'existaient pas. Je pense qu'elles n'ont pas tellement existé. Enfin, c'est vraiment un piège où, enfin, bon, c'est pas important du tout. Ben, ça, c'est le... En plus, il emploie une méthode que moi j'adore en littérature, mais qui n'est pas tellement propice au scénario. C'est qu'il annonce tout de suite que ça va se terminer très mal. Donc, on connaît la fin dès la première page, quoi, en fait. Donc, ça non plus, c'est pas très scénaristique, quoi. Non, ça c'est clair. Et donc, l'absence de femmes et l'absence de vrai suspense, en fait, hein, fait que non, il n'a pas tellement été adapté.
Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre en 1988, dans la date qui est indiquée dans votre préface? Moi, je dirais que mon livre est moins nettement une biographie que celui d'Emmanuel. Ça se présente plutôt sous forme d'essai sur son style, pas seulement son style, mais sa manière d'écrire des nouvelles. Et il y a les éléments biographiques, mais il n'y en a pas tellement. C'est vrai. Ce qui peut se comprendre, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans sa vie, quoi. Il y a un événement, et c'est tout. Le mariage. Le mariage et l'installation à New York. Voilà. Et où d'un certain temps, il revient mener la vie qu'il avait toujours menée auprès de ses tantes, enfin bon, une vie sans événements, en fait. Sans relief. Sans histoire sentimentale, sans avenir professionnel envisageable, sans publication non plus. Donc, une vie où il se passe à peu près rien, enfin, tout se passe dans sa tête. Donc, c'est plus difficile à faire une biographie, quoi. J'en parle de l'événement majeur, le mariage, mais Dick a une vie intéressante en comparaison. Mais j'aime beaucoup la science-fiction, mais je regrette souvent que Philippe K. Dick soit à peu près le seul qui a accédé à une véritable aura littéraire. Grâce à Emmanuel Carrère en partie en France, hein, pas seulement, mais en grande partie grâce à lui. Alors que d'autres auteurs de science-fiction le mériteraient. Oui, je ne parle pas tant que ça de sa vie, beaucoup plus de la manière dont il écrit. Et je ne crois pas que je parle de moi, mais plutôt de quelqu'un qui m'est très sympathique, que j'aurais aimé connaître, en fait, en réalité. Bon, ce qui m'y a poussé, c'est déjà, il y a une raison pratique, pas pratique, oui. À l'époque, je n'étais pas publié, mais je publiais dans une revue, des poésies, en fait, uniquement d'ailleurs, qui appartenait à une maison d'édition, et le directeur de la revue, en fait, essayait de fonder une collection, bon, appelée Les Infréquentables, c'est-à-dire consacrée à des écrivains qui, pour une raison ou pour une autre, avaient une très très mauvaise réputation, enfin, dont on avait un peu honte de dire qu'on le lisait. Il m'a demandé si j'avais envie d'écrire un livre sur quelqu'un dans cette collection. Et moi, j'ai dit oui, Lovecraft. Et donc, moi, je trouve que j'étais tout à fait dans la ligne. Lovecraft, c'est effectivement infréquentable. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit sur lui, en fait. Disons qu'il fallait que je choisisse un écrivain parmi mes préférés, qui soit infréquentable, et c'était Lovecraft. Comment donc vous vous situez par rapport à la tradition réaliste de la littérature occidentale, dont la littérature française, notamment Balzac, a marqué le sommet? Et d'après vous, vous écrivez des romans réalistes de notre temps moderne ou bien des prédictions donc imaginées pour notre futur? Je vais répondre, mais je vais vous contredire un peu. Disons, Lovecraft n'est pas, contrairement à ceux dont on parle dans la question suivante, Dumas à Verne, n'est pas un auteur de l'enfance. Sûrement un auteur qu'on commence à lire typiquement à l'adolescence. D'accord, oui. Et là, j'ai eu le même parcours que tout le monde. J'ai commencé à le lire à 16 ans. Bon, par ailleurs, pour moi, le sommet de la littérature réaliste, c'est pas Balzac en réalité. C'est pas à peu près 50 ans plus tard,
c'est Flaubert et Maupassant. Balzac, moi je me situe beaucoup plus comme un continuateur, enfin, j'essaye en tout cas de Balzac, que comme un réaliste, continuateur de Flaubert et de Maupassant. Et la différence fondamentale, c'est que Balzac n'hésite pas à reprendre la parole à titre personnel dans le roman. Il a son histoire et d'un seul coup, il développe une théorie qui parfois a un rapport avec le roman quand même, le plus souvent, mais parfois n'a rien à voir. Il développe ses théories sur le magnétisme. Bon, ça n'a rien à faire dans son roman. Je veux dire, Flaubert n'aurait jamais fait ça. Flaubert, Maupassant, raconte une histoire qui doit se passer dans la réalité. Il ne se lance pas dans des considérations théoriques. Balzac n'hésite pas à philosopher sur la Révolution française, par exemple, au détour d'un... il y a ça, et puis bon, par ailleurs, le vrai courant réaliste, c'est-à-dire celui qui culmine avec Flaubert et Maupassant. Bon, Flaubert a une influence énorme sur la littérature française. S'impose une certaine modération dans le style. Il n'y a pas d'emphase. Balzac, il n'hésite pas à être très emphatique. Si vous voulez, il est inclassable, je veux dire. Si on dit c'est un auteur réaliste, ça ne va pas. Si on dit c'est un auteur romantique, ça ne va pas non plus, pour d'autres raisons. Parce qu'il n'hésite pas à aller très loin dans la dureté. Ce que font pas les romantiques, pas comme ça. Et puis, bon, il adore parler d'argent, ça le passionne. Mais ce n'est pas un réaliste au sens où, par exemple, chez les correcteurs de romans français, moi, j'ai toujours des problèmes avec les correcteurs, pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que j'hésite pas à faire des répétitions. Flaubert, lui, s'interdisait de répéter le même mot sur 3 pages, je crois. Et ça, c'est resté chez les correcteurs. Ils traquent les répétitions. Bon, Balzac s'en fichait complètement de ce genre de choses. On peut dire que parfois, il écrit n'importe comment. Et c'est un peu vrai. Balzac mettait 10 fois moins de temps que Flaubert à écrire un livre. Flaubert peaufinait un point monstrueux. Et voilà. Donc, je me situe plutôt comme un auteur dans la tradition du début du 19e siècle que de sa fin. Voilà. Alors, dans ce livre, Contre le monde, contre la vie, vous évoquez aussi plusieurs noms des écrivains. Par exemple, Conan Doyle, Alexandre Dumas et encore Jules Verne. Vous savez, ce sont tous des auteurs très lus et très connus par les lecteurs chinois, donc très populaires en Chine. Et d'ailleurs, je suis moi-même aussi traductrice de Jules Verne. Et sur les commentaires que vous avez donnés à Verne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je crois qu'on ne va pas discuter là-dessus parce que ce sera une discussion sans fin. Mais j'aimerais bien savoir en quoi vous considérez Conan Doyle un écrivain plus admirable que Alexandre Dumas et Jules Verne. Vous croyez que Conan Doyle, comme Lovecraft, est un fondateur des mythes, mais pas les 2 autres écrivains, Dumas et Verne? Oui, c'est la raison essentielle. Mais oui. Avant, je reviens sur un point antérieur. Si vous voulez, Dumas et Verne sont, parmi les auteurs classiques, considérés comme classiques, sont les 2 auteurs les plus connus par les enfants. Enfin, tout du moins quand j'étais jeune, c'était comme ça. Il y avait vraiment 2 catégories d'enfants, les lecteurs de Dumas et les lecteurs de Verne. Et
les lecteurs de Dumas s'intéressaient à l'histoire, les lecteurs de Verne s'intéressaient à la science et à la technique. Et ça faisait, ouais. Et ils suivaient moi, j'ai fait des études scientifiques, je n'ai pas fait d'études littéraires ni historiques. En fait, ça ne m'intéressait pas tant que ça, l'histoire. Je préférais sciences et vie, des publications comme ça. Et Conan Doyle, c'était plutôt un auteur qu'on lisait un peu plus tard, à l'adolescence, là aussi. Et pourquoi je le considère comme supérieur aux autres? Vous avez dit la raison la plus importante. Sherlock Holmes, c'est un personnage inoubliable. Il n'y a pas de personnage inoubliable chez Jules Verne, ni chez Dumas. Il n'y a rien qui se rapproche d'un véritable mythe. Un mythe, bon, par exemple, il y a des gens qui ont écrit des nouvelles, des fausses, des nouvelles en mettant en scène Sherlock Holmes. Et moi, je suis persuadé que dans plusieurs siècles, on mettra Conan Doyle au même niveau, je dirais qu'Homère ou que Cervantes. Enfin bon, ça fait énorme de dire ça, mais Homère a créé Ulysse, qui est inoubliable, c'est un personnage définitif dans la culture humaine occidentale. Cervantes a créé Don Quichotte, et là aussi Don Quichotte, on n'oubliera jamais le personnage. Le couple Don Quichotte-Sancho Panza est une création fondamentale de l'esprit humain. Et à mon avis, Sherlock Holmes, et peut-être le mélange Sherlock Holmes, Dr Watson, est quelque chose d'inoubliable. Et ça, bon, ben, oui, c'est très rare. C'est très, très rare. Moi, je n'ai jamais fait ça. Par exemple, le capitaine Nemo, non? Non. Ah, Non, c'est pas du même niveau. C'est un personnage intéressant, mais moi aussi, j'écris des personnages intéressants, je veux dire. Non, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est peut-être Monte Cristo. C'est une histoire, mais c'est quand même d'un niveau très inférieur. Bon, il y a ça, il y a une autre raison qui est plus petite, mais qui est aussi importante à mes yeux. Toute littérature, en quelque sorte, une littérature d'évasion, dans le sens, parce que ça nous transporte ailleurs, dans notre propre vie. Bon, Jules Verne, il transporte dans un univers qui est assez largement... oui, ben, ça dépend. Il nous transporte dans un univers assez rapidement imaginaire. Dumas nous transporte dans l'histoire. Et Conan Doyle nous transporte aussi dans un autre monde, quoi, dans le Londres, l'Angleterre victorienne, en fait. Et je dirais que Conan Doyle, c'est lui qui va le plus vite. En une page, on est ailleurs. Les autres sont plus laborieux. Est-ce que ce serait pour cela que, du coup, dans Anéantir, le premier refuge que Paul Raison va aller chercher, c'est justement chez Conan Doyle avant de l'écluser et d'être déçu par Agatha Christie après? Ben oui, parce que lui, il a spécialement besoin d'être ailleurs que dans sa vie, puisque sa vie tourne à la catastrophe. Précisément. À la catastrophe médicale. Donc, quand on attend des résultats angoissants, on a besoin d'évasion, spécialement. Et Conan Doyle, c'est ce qui marche le mieux. Il attend dans son couloir d'hôpital, il ouvre le livre, et ça marche, il est ailleurs. Il est à l'ombre, il y a de la brume, il fait un peu froid, il y a un feu de charbon, il y a des bruits de fiacre dans la rue. Et en une page, c'est fait, quoi. Et ça, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai une vraie admiration pour lui, quoi. Bon, Agatha Christie, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Mais elle lui a quand même tout pris. Elle lui a pris le personnage un peu bête mais sympathique qui accompagne Poirot, Hastings. Elle lui a même pris le frère plus doué à un moment donné, il intervient. Elle lui a pris la femme mystérieuse dont il est amoureux. Dans le détail, oui, mais bon, c'est pas mal du tout, Poirot. C'est vraiment pas mal du tout.
C'est pas tout à fait au niveau de Sherlock Holmes, mais c'est pas mal. Alors, ma question suivante, c'est que en lisant vos livres, donc non seulement cette biographie sur Lovecraft, mais aussi vos romans, je trouve que vous savez très bien accrocher vos lecteurs en formulant et en lançant des slogans, entre guillemets. Je cite quelques exemples. Hein. Par exemple, vous dites « L'âge adulte, c'est l'enfer. Quand on aime la vie, on ne lit pas. Et on ne va guère au cinéma, non plus d'ailleurs. » Ces paroles sont comme des couteaux et nous sommes tous poignardés. Et votre éditrice chinoise, Madame Huang Yaqing, qui est à côté de moi, elle a même sélectionné une série de ce genre de slogans pour en faire des autocollants. Et ça a eu beaucoup de succès et c'est très marrant. J'aimerais savoir s'il s'agit vraiment de votre vision du monde ou bien d'un jeu de style. Je sais bien que si je trouve une formule particulièrement percutante et qu'en lisant, je trouve que c'est le contenu assez faux, je laisserai la formule, pour être honnête. Donc, je ne sacrifierai pas une formule percutante. Mais celles que vous avez citées me paraissent plutôt vraies. Ce n'est pas les plus célèbres en France. Hein. Les plus célèbres en France, c'est « Soyez abject, vous serez vrai ». Bon, et surtout, tout peut arriver dans la vie et surtout rien. C'est pas mal aussi. Donc, bon, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, vous pourriez m'en trouver que je dirais non, ça c'est pas juste. C'est idiot même, mais c'est idiot, mais c'est bien formulé. Donc une vraie, donc, voilà, mais une vraie différence entre le style et le sens. Comment? J'ai pas entendu. Une vraie différence finalement entre le style, entre l'effet de style et puis la sémantique, puisque ce qui est porté comme sens. Oui, 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 oui. Oui, il y a des... Et vous savez, il y a... Bon, je ne suis pas le plus doué, hein, je veux dire, Marx était meilleur. La religion et l'opium du peuple, c'est super comme formule. Ah, c'est une réussite. Elle, je sais pas si c'est tous les âges, celle-là. Hein? Elle a traversé tous les âges, celle-là. Oui, oui, c'est une grande réussite, oui. Oui. Et bravo. Non, bravo, Marx. Enfin, je veux dire, c'est pas un auteur que j'admire énormément, mais vraiment le sens de la formule, quoi. Bon, c'est injuste aussi. Bon, il y en a une qui est bien parce qu'elle est complètement fausse. C'est « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Ça, c'est archi faux, mais c'est bien. Bon, il est moins connu que Marx, mais... Enfin, je dirais que je suis pas mauvais, mais je suis pas le seul, quoi. Bon, la version chinoise de ce livre inclut deux préfaces, celle de Stephen King et la vôtre. Je trouve les deux préfaces de style très différent. King a carrément écrit un mini-roman, tandis que votre préface est un ton beaucoup plus retenu. Mais je trouve les deux préfaces toutes passionnées et passionnantes. Et c'est également intéressant de vous voir tous les deux présentant des points de vue très différents sur la vie et la littérature. Stephen King a fait des commentaires sur vous. Je cite, « Houellebecq lance des affirmations qui susciteront la controverse et déclencheront des discussions. J'en mets moi-même certaines en doute. En même temps, elle a une grande estime pour le travail que vous avez fait sur Lovecraft, n'est-ce pas? Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe une filiation entre Stephen King et vous?
ou bien je pose ma question d'une manière plus large. Y a-t-il un écrivain contemporain dont vous vous sentez proche? Hmm. Oui, oui, il y en a, mais si vous voulez, le principal point de désaccord que manifeste King dans sa préface par rapport à moi, Oui, c'est que je dis du bien du style de Lovecraft, alors que oui, lui trouve le style de Lovecraft abominable et même ridicule. Parce que King, comme beaucoup d'auteurs américains, était très influencé par Maupassant en particulier. Et où est-ce que c'est mon livre? Oui, je vais lire une ou deux phrases de Lovecraft. Oui. Je vis l'horreur de ce que l'Antiquité égyptienne avait de plus affreux. Et j'ai découvert la monstrueuse alliance qu'elle avait depuis toujours conclue avec les tombeaux et les morts. Je vis des processions fantômes de prêtres aux têtes de taureaux, de faucons, de chats et d'ibis, qui défilaient interminablement dans les labyrinthes souterrains et les propulés titanesques auprès desquels l'homme n'est qu'un insecte, offrant des sacrifices innommables à des dieux indescriptibles. Bon, effectivement, King n'aurait jamais écrit un passage comme ça avec des adjectifs extrêmes, une accumulation d'adjectifs extrêmes. Et donc, quand j'affirme que je trouve ceci admirable, il se demande un peu si je suis sérieux. Si je me souviens, il conclut que oui, et que ce livre, c'est pas faux, dans un sens, il y a un côté un peu adolescent dans ce livre. C'est vrai que c'est le témoignage d'une admiration adolescente. Donc, il me trouve un peu naïf, quoi, quelque part. Mais à part ça, c'est vrai qu'il trouve que mon livre est un bon travail. Je ne peux pas dire que j'ai été non influencé par King, parce que je n'ai pas cherché à faire peur dans mes livres. Lui, c'est ça quand même. C'est un écrivain de la peur. Et il s'y connaît pour susciter la peur. Oui, vraiment, vraiment. Il est très fort. Même, je dirais plus que Lovecraft, hein, à la limite. Parce que Lovecraft, comme je disais, il annonce la couleur dès le début de King. C'est le ressort classique. On est à la place du héros, et on se demande si ça va mal finir pour lui ou pas. Donc voilà, il y a un vrai suspense terrifiant. J'ai jamais essayé de faire ça. Même dans Soumission. Oui, même dans Soumission. Oui, oui, non, j'ai pas essayé de faire peur, quoi. Et dans les surnoms qui sont donnés à la fin de l'Anéantir aux trois professeurs, puisqu'on a Dupondé, Duponté, on a King aussi, ça me revient. Ah oui, bon, King, c'est pas. Alors là, j'ai pas pensé, honnêtement. Non, c'est pour ça que je vous demande. Non, pas pensé. Bon, Dupondé et Duponté, c'est une référence évidente à Tintin, oui. Grande réussite. Mais King, non, je n'ai pas fait exprès. Et ça arrive, hein, je veux dire, j'ai un cas beaucoup plus célèbre. J'ai le personnage de Michel dans le carton élémentaire. Je lui donne un nom, Dzerzhinsky. Et on m'a dit que c'est le fondateur du KGB, c'est ça, du KGB. Le truc d'espion russe, comment ça s'appelle le KGB. Oui, c'est le KGB, oui. Aujourd'hui. Je n'ai pas fait exprès du tout. Donc, il ne faut pas surinterpréter, quoi, quand même. Bon, merci. Alors, j'ai une dernière question. Bon, vous décrivez dans vos romans le malaise de la société contemporaine et vous essayez, je crois, de révéler aussi le malaise de la littérature contemporaine à travers votre regard sur l'œuvre de Lovecraft. Vous saluez dans son œuvre un mythe fondateur et lui rendez hommage
de s'être situé dans un ailleurs absolu. Vous avez une prédilection pour cet ailleurs, cet outre, non? Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez des poèmes, puisque vous dites, je cite, la poésie est l'absurdité rendue créatrice, créatrice d'un sens outre, étrange, mais immédiat, illimité, émotionnel. C'est une citation de l'absurdité créatrice dans Intervention publiée chez Flammarion en 1998. Est-ce que c'est dans la poésie que vous retrouvez la justification pour la littérature par ce sens outre? Les passages qui, dans mes romans, peuvent être qualifiés de poétiques, c'est toujours à la fin. Et je veux dire, parce que ce que j'ai d'un peu ça se fait bizarre dans mes livres, c'est qu'ils ne se terminent pas quand l'histoire est finie. Il y a un complément qui n'apporte aucune information parce que tout est déjà joué. Je veux dire, tout est résolu, on sait ce qui est arrivé au personnage, on sait comment ça se termine, quoi. Il y a une fin où le personnage est seul et on ne sait pas bien pourquoi c'est là. Il continue à être, mais sa vie n'a plus d'enjeu du tout. On ne se demande pas si ça va se passer bien ou mal pour lui, on sait tout. Et c'est à partir de ce moment-là où il peut y avoir de la poésie. La poésie, c'est quand il n'y a pas d'enjeu, en fait, au fond. C'est-à-dire, c'est le contraire absolu du suspense, en fait. C'est quand... C'est ce qu'on appelle le white ghost walking. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui l'avait appelé Walking Ghost Phase. Et c'est un peu vrai. Le personnage est comme un fantôme qui se déplace dans le monde, mais il ne fait plus vraiment partie du monde des vivants. Alors c'est vrai que dans une certaine mesure, Lovecraft, c'est ça dès le début. Bon, moi j'aime beaucoup cette manière d'écrire, même si je n'ai pas fait comme ça. Mais j'aime bien cette fin sans enjeu, juste descriptive, poétique. Moi, il y a un auteur allemand que j'aime beaucoup, c'est Théodore Fontane, qui aussi, il annonce à l'avance, dès les premières pages du livre, ce qui va arriver. Ensuite, il développe son histoire, mais on la lit différemment. On est beaucoup plus dans la description que dans la narration. Voilà. Il tue, Donc, le c'est pas vraiment... il tue le suspense d'emblée, après il ne reste plus qu'à la description. Il décrit comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que Lovecraft, pour moi, est beaucoup plus proche de la poésie que tous les auteurs de romans en suspense ou de romans qui font peur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il réussissent à faire peur quand même, par endroits. Surtout encore aujourd'hui, c'est vrai que quand on le relit presque 100 ans après, comme vous le disiez tout à l'heure, Stephen King, ou dans une moindre mesure, quelque part, ce serait la même chose pour Philippe K. Dick aussi. On peut quand même avoir un vrai sens du suspense et une forme de peur qui peut vraiment être déclenchée, alors que c'est plus du tout le cas pour Lovecraft, qui c'en est presque humoristique, presque. Oui, mais pourtant, il y a certaines nouvelles, par exemple, le cauchemar d'Innsmouth, on a peur quand même. Bien qu'on sache dès le début que les créatures du village sont des monstres dégénérés, bon, quand on les voit en phase de dégénérescence, on a peur. Ouais, enfin. Avant, mais bien avant,
il y avait des êtres qui se mettaient en rond pour échapper aux loups et sentir leur chaleur. Ils devaient disparaître. Ils ressemblaient à nous. Nous sommes réunis, nos animaux s'éteignent. La mer a disparu. Une dernière fois, quelques amants s'étreignent. Le paysage est nu. Au-dessus de nos corps glissent les ondes hertziennes. Elles font le tour du monde. Nos corps sont presque froids. Il faut que la mort vienne, la mort douce et profonde. Bientôt les êtres humains s'enfuiront hors du monde. Alors s'établira le dialogue des machines, et l'informationnel remplira, triomphant, le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chars grises, à peu près immobiles en fin de journée. Notre ami minuscule, à demi condamné, s'agite entre les plis, et puis s'immobilise. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles. Puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté, loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie. La vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps à demi effacés. Dans le silence émergent quelques datas sensibles.